une force de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pour l'agenda culturel de Pendant 20 heures, concocté par nos esprits critiques. Du côté des lettres, Missouri 1927, et si Superman était noir, on en parle en BD évidemment. 7e art, le cinéma corse à l'assaut de la semaine de la critique 2017 à Cannes. Et la découverte du soir, une exposition à Ajaccio, les Salines à travers le temps et la mémoire ajaxienne est conviée. Pour m'accompagner dans notre agenda culturel, les esprits critiques du vendredi, Marie-Ange Philippe, bonsoir Marie-Ange. Didier de Jordan, bonsoir Didier. Bonsoir. Xavier Affre, bonsoir Xavier. Bonsoir. Et Marcel Petriccioli, bonsoir Marcel. Et bonsoir. Et nous allons rester avec vous. Et la bande dessinée Strange Fruit de DJ Jones et Mark Waid aux éditions Delcourt. Alors, un super-héros noir au pays du Ku Klux Klan, c'est extrêmement politique cette bande dessinée, comme souvent avec les comics américains. Oui, comme souvent avec Jones, ça fait des années qu'il travaille sur cette bande dessinée. C'est un super dessinateur qui n'avait plus dessiné grand-chose depuis vraiment pas mal de temps parce qu'il était vraiment focalisé sur cette bande dessinée. Alors le contexte, vous l'avez dit, petite ville du Mississippi, petite ville du Sud. Il y a des crues le Mississippi est en crue. C'est historique. En 1927, le Mississippi a vraiment été en crue. Donc c'est un récit fantastique, mais ancré dans la réalité. Alors tension sociale, tension raciale, bien sûr. Les propriétaires blancs exploitent la main-d'œuvre noire. Le Ku Klux Klan, c'est plus que la loi qu'il applique. Il fait ce qu'il veut. Et puis voilà, il y a ces crues qui vont raviver, qui vont faire éclater toutes ces tensions raciales et sociales. Et à ce moment-là, tombe du ciel un ovni. Et à l'intérieur sort un colosse, mais un type monstrueux, entièrement nu et noir, invincible, il résiste aux balles, il peut arrêter des trains à lui tout seul. Superman, quoi. Sauf qu'il est muet, il ne dit absolument rien. Et le dessinateur va le draper du drapeau sudiste pour l'habiller. Là aussi, le symbole est assez important. Voilà, on ne saura absolument rien de lui, sauf que, voilà, il est là et il va, à travers lui, ce qui va se passer entre les relations qu'il va y avoir entre les blancs, les noirs. Voilà, on va découvrir tout ça. Le scénario est vraiment assez original, excellent. Je trouve que l'idée, elle est vraiment très, très bonne. Vraiment, si Superman était noir, qu'est-ce qui se serait passé à cette époque-là? Donc voilà, scénario, je ne vais pas en dire grand-chose parce que vraiment, ça se lit très facilement. On n'apprend pas grand-chose de tous les protagonistes. Ce qui est vraiment important, c'est la relation qu'il va y avoir entre toutes ces personnes. Je vais dire 2 mots sur le titre quand même. Strange Fruit, c'est la chanson, bien sûr, là, qui a été classée parmi la meilleure chanson du XXe siècle par le magazine Time. Bien sûr, de Billie Holiday. Alors peut-être vous savez ce que sont ces fameux Strange Fruits. Vous allez nous le dire? C'était tout simplement les Noirs qui étaient pendus, lynchés. C'était ça, les fruits étranges. Si vous écoutez la chanson, vous allez avoir la chair de poule, tellement c'est bouleversant. Ça parle de sang sur les racines, sur les feuilles. Donc voilà, ça c'est pour le petit clin d'œil. Et puis sinon, ce que je vais vraiment dire, c'est sur le dessin, sur le graphisme. Jones, il dessine pas, il peint. Carrément, c'est de l'aquarelle. Les couleurs, elles sont absolument sublimes. Elles sont lumineuses et en même temps, elles sont un petit peu presque délavées, presque passées. On a l'impression que... On voit qu'on est dans le passé et en même temps, il y a cette touche de réalisme, la texture qu'il met dans ses dessins qui fait que... Donc, on est dans le passé, mais c'est la réalité, c'est vraiment... On est en plein dedans. C'est du photoréalisme. Ça fait penser à un autre auteur, Alex Ross, un immense auteur de comics. C'est exactement le même style. Et surtout, attardez-vous sur les visages. L'expression du visage. Vraiment, il a mis tout son talent là-dedans. C'est fabuleux. C'est une grande claque. Graphiquement, c'est une grande claque. Je mettrai un petit bémol sur la BD, mais j'y reviendrai peut-être après que mes camarades en aient dit 2 mots. Alors, on le dit souvent pendant le 20h, du lundi au vendredi, que culture et politique sont intimement liées. Et ce n'est pas pour vous déplaire, Xavier, notamment grâce au choix de Marcel. Ce qui est sûr, ce qui est très très intéressant, c'est le lien là qui est fait avec la politique et puis les États-Unis dans les années 60, les 67. C'est 27. Ah, 27, encore mieux. Parce que de toute façon, la question raciale parcourt, donc en fait, on aurait pu le situer même dans plein d'époques. Et puis, ce qui est intéressant... À la fin des années 60, et aujourd'hui, on termine la bande dessinée, ça laisse augurer de ce qu'on tel des années 60. Bien sûr. C'est l'aspect politique qui est intéressant. Après, je ne dois pas cacher, quand Marcel m'a envoyé sa programmation, quand il me dit « si Superman était noir », de suite j'ai eu le réflexe de Funès dans Rabbi Jacob. Salomon est juif, donc Superman est noir, non c'est pas possible, je ne sais pas ce que Marcel avait dû voir. Et puis non, finalement, c'est très intéressant. Alors je passe évidemment sur Billie Holiday, sur la chanson, c'est monstrueux, extraordinaire. Et puis j'ai beaucoup aimé le style des dessins. C'est vrai que là, souvent, on fait la différence là-dessus, avec ce que tu nous proposes. Et là, honnêtement, j'ai trouvé ça très beau.
C'est peinture, aquarelle, tu l'as dit. Sans couleur après, directe. voilà, et sur le scénario aussi, je trouve que c'est très très bien écrit. C'est vraiment cet aspect politique, moi, qui m'intéresse. Là, je trouve que c'est assez audacieux, finalement. Et dans la mesure où, en plus, ça sort maintenant, la question raciale, évidemment, elle est toujours d'actualité brûlante, même aux États-Unis. Je trouve ça très très intéressant. Encore une idée de BD, peut-être pour Monsieur Trump. Il y a un Qui autre sait axe politique dans la BD, hein, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est aussi à travers cette BD, l'auteur a voulu dénoncer le traitement qu'on fait aux super-héros noirs dans les comics américains, dans les comics de super-héros. C'est en filigrane. Oui, hein, c'est ça vrai, parle. vous avez raison, Marcel, il y a un double discours dans le choix de l'auteur. Marie-Ange. Oui, du coup, cette problématique, moi, ça m'a fait penser à James Bond. Idris Elba était pressenti pour, C'est vrai, il y a quelques temps. C'est vrai. pour être James Bond, et ça avait fait un espèce de tollé. Et si James Bond était noir et beau comme un dieu, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est... Bref. Et je ne vais pas revenir sur le côté politique. Et ce qui m'a un peu fasciné dans le dessin, c'est le travail de la lumière. Il y a un travail de la lumière assez extraordinaire. Et bon, le scénario, c'est difficile d'en parler sans tout Sans dévoiler, dévoiler. donc lisez-le. Moi, je trouve que ça serait un film incroyable. Et par rapport au personnage principal, donc le Superman noir, ça me fait penser à maintenant une série qui est aussi dans les comics et tout ça, c'est Luke Cage. Oui. Il y a aussi ce pendant qui est maintenant. Et on se rend compte qu'en fait, là, ça se passe en 1927. Maintenant, il n'y a rien qui a changé. Alors, en fait. on va dire quelques mots sur Luke Cage. C'est bien pour le téléspectateur aussi, même si il le connaît, mais pour les néophytes, ceux qui ne connaissent pas les comics et qui ne connaissent pas Luke Cage, notamment, c'est aussi un héros noir de comics Marvel. Qui est apparu Marvel. qui est apparu dans les années 70-80, qui est invincible aussi, qui devient détective privé. Il fallait à l'époque mettre un super-héros noir, donc on a pris Luke Cage et on en a fait, voilà. C'était le politiquement correct de Marvel à l'époque. Alors, on insiste de temps à autre dans cette émission sur la bande dessinée, sur les comics, et l'importance, l'écho qu'il y a dans la société à travers ces œuvres, notamment d'un point de vue politique, nous l'avons dit, mais parce qu'aussi ça soulève peut-être même avant le cinéma parfois, avant même avant le théâtre, souvent les questions raciales. C'est le cas aux États-Unis, c'était le cas avec cette bande dessinée. Important de le signaler. Mais souvent aux États-Unis, souvent dans les comics, toutes les questions importantes raciales, sociétales sont abordées. Surtout chez Marvel, beaucoup moins chez DC, mais chez Marvel, oui, ça va parler de drogue, ça va parler de ségrégation, ça va parler de racisme, ça va parler de l'ivresse. Iron Man, Non, mais, il y a une très bonne série, Le Diable dans la bouteille, où il est alcoolique. Les comics américains sont très politiques, beaucoup plus que la bande dessinée française. Ouais, il y a vous savez, toujours en fait, du politique. Pour voir le futur, il suffit de découvrir des comics. Bon, évidemment, de découvrir la littérature, de lire des bouquins, ça vous nous permet de nous projeter dans le futur. Mais c'est un bon moyen de voyager dans le temps, les comics. Ouais, tout à fait. On est Petit OK pour- bémol sur la BD, très très vite, un tout petit Ah oui, bémol. vous l'avez dit, c'est vrai. Ouais, j'avais c'est zappé ce excellent, moment. je ne vais pas revenir là-dessus. Ça finit trop vite. S'il y avait eu quelques pages de plus, ça aurait été une BD culte. Il manque juste quelques pages de plus. Et la préface est très très bien rédigée. Très importante, la préface de cette BD, qui est très complète et qui pose vraiment déjà les problèmes de la BD. Important Et cette franchement, bravo. intervention. Oui, Oui, mais des notes de bas de page la prochaine fois. Important cette intervention. il faut savoir parfois se mettre en danger. Essentiel. La prépa. Donc, Splendfoot de John et Mark Waid. Pardon, aux éditions Delcourt. Alors, on va passer au cinéma et au Festival de Cannes. Xavier. Oui, je connais Cannes. Donc le festival qui s'ouvre dans quelques jours, donc ça va être la grande effervescence à Cannes. Alors c'est la 70e édition, donc il est prévu plein de surprises, plein de rappels à l'histoire de Cannes. Bon, on rappelle quand même que le festival de Cannes, l'idée c'était Janzé. Quand même, 1939, le festival n'a jamais eu lieu parce qu'il y a eu la guerre, et qu'à la base, il s'agit de contrecarrer un peu la Venise, la Mostra de Venise, qui était devenue fasciste, Mussolini, etc., etc. Et 70e édition qui est placée alors là, sous le signe de la Corse, on va dire, parce qu'il y a quand même 2 événements durant cette semaine, cette quinzaine, dont Marie-Ange qui sera là. Alors, tu n'es pas l'événement de Cannes, mais tu seras présent pour l'événement de Cannes, notamment pour le film de Thierry de Pérez. Et non. Mais non. Moi je n'arrive qu'après. Et oui, je fais son travaille. boulot, je fais son boulot. Je travaille aussi. Non, donc le deuxième Ça, long c'est métrage. la production, il faut le dire aux téléspectateurs, nous trahissons tous les secrets. Ah La oui. production de Pendant le 20h ne s'interdit rien. On envoie 2 envoyés spéciaux dans le Festival de Cannes. Je ferai un reportage Cannes premier jour, tout ça. Exactement.
Donc on parlait du film de Thierry de Perret, son deuxième long métrage. Alors il était très attendu après Les Apaches qui avait fait évidemment beaucoup de bruit. Ce deuxième long métrage est sélectionné à la Semaine de la Critique. Voilà, la dernière fois c'était la quinzaine. Bon, c'est les sections parallèles mais très importantes d'ailleurs de Cannes. Très cinéphile. Et voilà. Et le délégué de la Semaine a justifié le choix en disant que c'était un film qui plongeait en fait dans la dimension politique et historique de la Corse. Bon. On va dire que là, il ne se mouille pas beaucoup, finalement. C'était la même chose, je crois, que vous avez dit pour Les Apaches, finalement. Donc, une vie violente, dont on voit l'image ici, où on s'intéresse au parcours de Stéphane, donc, qui est menacé de mort, puis qui, malgré cette menace, rentre en Corse, après l'assassinat d'un de ses compagnons de route et amis. Et il rentre pour son enterrement, et ça lui rappelle, en fait, tous les événements qui l'ont conduit du banditisme à la lutte armée, et même jusqu'à la clandestinité, bien entendu. Et c'est ça qu'on suit. Alors Thierry a bénéficié de plus de moyens, il faut le dire, par rapport au long métrage précédent. Et il est très très attendu. Il y a déjà peut-être des échos, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont travaillé un peu dessus. Les échos sont effectivement déjà très très bons. Il va sortir assez vite, parce que j'ai noté, il sort le début août dans les salles. Donc, par rapport à Cannes, c'est quoi? C'est 2 mois et demi après, donc ça va aller assez vite. Et il est comédien surtout non professionnel. Il y a des gens qu'on a déjà vus dans différentes séries où travaille notamment de Thierry, mais ce qui fait un peu sa marque de fabrique aussi, c'est qu'il veut rester dans un style, alors je dis pas proche du documentaire, mais voilà, c'est très réaliste, en général, j'imagine. C'est un excellent directeur de comédien. Oui, et puis pas que ça. Vraiment, pas que ça, très bon metteur en scène. Surtout directeur de comédien, excellent. Et d'autant plus que moi, je l'attends avec impatience, parce que j'avais émis à l'époque, bon, j'avais été un peu bien seul, mais j'avais émis quelques réserves sur Les Apaches, et j'ai vraiment envie de voir celui-là, parce que je me dis que, après tout, il faut laisser la chance à tout le monde, et vous me connaissez, je ne jette jamais tout avec l'autre humain. Non, moi, un film que je n'ai moins aimé, j'attends le deuxième avec impatience. Donc voilà, c'est qu'avec Marion, je n'étais pas du tout d'accord sur le premier film. Mais je pense que c'est un vrai moment du Festival de Cannes. En tout cas, ça nous concerne, nous, directement. Donc je pense qu'on va en entendre beaucoup parler bientôt. Donc voilà. Marie-Ange, Thierry de Perret. Mais moi, je suis admirative de son travail, donc j'ai hâte de le voir. On l'a dit plusieurs fois, mais c'est un formidable directeur d'acteurs, entre guillemets, parce que beaucoup ne sont pas de vrais acteurs, enfin, deviennent de vrais acteurs sous l'œil de sa caméra. Et j'admire aussi sa faculté, pas sa facilité, à filmer ce qui n'est pas beau, moralement, esthétiquement, et à sublimer un petit peu le quotidien qu'on vit tous. Voilà. J'ai hâte de voir ça. Didier? Mais j'ai très envie de le voir parce qu'étant donné que j'ai eu une mauvaise expérience, moi, dans la filmographie de Thierry de Perret avec son moyen-métrage Sleepwalkers, il me donne vraiment envie, celui-ci, parce que j'ai l'impression que là, ça y est, il est passé aux choses sérieuses et il s'est lancé par rapport aux Apaches où c'était un petit peu plus... ça a fait beaucoup polémique, mais bon. Là, maintenant, il est passé... je pense qu'il va réussir son coup et en tout cas, les gros défi pour je le répète, les échos sont vraiment très bons. Oui, alors on peut dire déjà, parce qu'on a la date, projection, c'est le 22 mai. 22 mai, donc c'est déjà inscrit, c'est une date importante. Oui, je trouve, par le sujet aussi, puisque Thierry s'intéresse aussi là aux problèmes contemporains. Et à la Corse, voilà, exactement. Le sujet contemporain. Mais en plus, ce que je trouve, alors, moi j'avais émis des réserves sur Les Apaches, mais pas vraiment sur le regard qu'il porte, parce qu'il a quand même un regard très intéressant et il arrive même à avoir du recul, ce qui est quand même pas forcément évident quand on traite ce genre de sujet. Donc je trouve que vraiment, je me dis plus de moyens. Voilà. Oui. Puis il traite de sujets qui... ok, la Corse contemporaine et tout, mais on peut vite tomber dans les clichés en traitant de ça, et lui évite tous ces écueils-là. C'est toujours très juste et très pertinent. Mais il arrive à avoir du recul. Il prend des risques à chaque fois, en fait. C'est ça qui est bien. Deuxième réalisatrice insulaire, Caroline Pauge, et Jonathan Vinel également, After School Night Fight. Alors, il faut préciser qu'ils ne sont pas dans la compétition de la semaine de la critique. Les deux, c'est des séances spéciales. C'est un court-métrage, là aussi. Alors, là aussi, c'est très attendu, parce qu'on avait quitté les deux co-réalisateurs, dont on avait déjà parlé ici, d'ailleurs, avec un court-métrage qui s'appelait « Tant qu'il nous reste des fusils à pompe », qui avait été récompensé de l'Ours d'Or à Berlin. Donc là aussi, c'est un débat qu'on a des fois entre nous sur l'importance de Cannes. C'est important, Cannes. La preuve, c'est qu'on pourrait dire, la semaine après l'Ours d'Or de Berlin. Ben non, c'est très, très important. Et Cannes, c'est pas que les paillettes. Je pense que c'est même plus important, ce côté-là de Cannes, que les paillettes ou la Palme d'Or. Pour plein de réalisateurs, et ils sont déjà un peu confirmés, mais pour d'autres, il y a le marché du film, il y a plein de choses. Donc finalement, c'est vraiment essentiel. Ça fait vivre les films. Là aussi, alors, on parle de désir amoureux. Le pitch, comme toujours, pour les films de Caroline et de Jonathan, sont un peu particuliers. Ça parle de jeunes adultes qui n'ont pas envie de se dire au revoir. Alors bon, un peu intrigué, évidemment, parce qu'on se demande vers quoi on va aller.
Et puis sachant qu'eux aussi sont en train en ce moment apparemment de tourner leur long métrage en Corse. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal, ça s'appelle Jessica Forever, on en avait déjà parlé. Donc le tournage se fait, donc voilà, là aussi on va pouvoir voir un long métrage. Et c'est bien parce qu'il y a eu concrétisation et une avancée quand même. On va passer évidemment à la compétition officielle avec Okja, je dis évidemment parce que vous allez comprendre quand je vais dire le nom du réalisateur. Parce qu'il s'agit de Xavier, évidemment, Okja de Bong Joon-ho. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je parle des bons réalisateurs. Comment ? Non, alors, il est très très connu. On se rappelle de The Host, avec la bête qui sortait là, du fleuve, donc je crois que c'était en Corée. Hein. On se rappelle aussi peut-être de Murderer, c'est son premier Memories of Murder. Donc et le transpersonnage, il a adapté le transpersonnage. Surtout, voilà. ouais, c'est ce que j'allais dire. Surtout, et il a réussi à l'adapter. C'est ça qui est plutôt C'est une intéressant. adaptation réussie. Oui. Alors pourquoi je parle d'Okja aussi ? Parce que c'est avec des comédiens intéressants, Tilda Swinton, par exemple Jake Gyllenhaal, c'est quand même une production aussi américaine quand même. Et puis c'est une production Netflix. Et c'est une grande nouveauté à Cannes, puisqu'il y a 2 films dont celui-là en projection, avec une série aussi, un extrait. Donc c'est vraiment le renouveau un peu. C'est-à-dire que Cannes est en train de se tourner quand même un peu vers le cinéma plus qu'en salle, et un peu vers le cinéma série. Le e-cinéma, on parle de e-cinéma. Oui, mais c'est-à-dire que Netflix, c'est quand même particulier. C'est-à-dire que certains considèrent que c'est parfois concurrentiel, etc. Et là, la question se pose, en fait, de la sortie en salle du film. C'est-à-dire qu'il n'était même pas prévu. Le Okja de Bong Joon-ho est disponible sur Netflix, va être disponible en juin. Et il y a des négociations en ce moment pour la sortie salle. Et pas partout. Donc, vous voyez, ça veut dire que peut-être celui-là ne va pas avoir une grande sortie. Ça serait probablement une première si le film avait un prix. Alors, moi, je pense que si le film a un énorme prix, sortir en salle, on verra. Mais voilà, donc et puis Bong Joon-ho, moi je trouve que c'est l'un des meilleurs réalisateurs asiatiques actuels, donc à côté d'Apichatpong au réalisateur. Voilà, c'est cool évidemment. C'est un visage lumineux. C'était Marcel, bien jusqu'à ce que tu dises Pichapong. vous l'attendez ce film parce que nous avions évoqué dans une autre vie le transpersonnage et la bande dessinée et l'adaptation cinématographique. Très réussie l'adaptation cinématographique d'une bande dessinée qui semblait totalement inadaptable. Oui, inadaptable. Il a alors, il n'a pas fait littéralement la bande dessinée, c'est ça qui est intéressant. Il y a un vrai parti pris, c'est vrai. Oui. Chez lui, il y a toujours un vrai parti pris de toute façon. Mais oui, je l'attends vraiment avec impatience, ce film. Le transpersonnage, j'avais adoré. J'avais adoré ses films précédents aussi. Comme quoi, on peut être d'accord avec Xavier, n'est-ce pas, mon cher Xavier ? Donc voilà, c'est peut-être un des films que j'attends le plus de Cannes. Après, pour le reste, on en film reparlera. Fantastique, hein, film préciser, fantastique. avec une créature, bon voilà, pas trop en dire. Et la bande-annonce qui est très courte, qui fait 1 minute, mais qui donne vraiment envie de voir le film. Vrai. Autre film très attendu sur la croisette, Les Proies de Sofia Coppola. C'est le retour de Sofia Coppola sur la croisette. Bon, elle n'était pas partie depuis très très longtemps, mais en compétition. Et alors là, je l'attends aussi avec une petite, un sentiment. Alors, j'ai peur d'être déçu. La question, c'est est-ce qu'elle vous attend ? Non, je crois pas. Je l'appellerai tout à l'heure, je lui demanderai, mais je crois pas. Écoutez, non, sincèrement, non. Mais c'est un remake. Alors là, quand j'entends remake d'un film de Don Siegel, Les Proies avec Clint Eastwood 71, je me demande l'intérêt. Alors je me pose toujours la question de l'intérêt des remakes. Là, je me dis, c'est avec Sofia Coppola, il y a Colin Farrell, il y a un casting extraordinaire. Hein. Elle Fanning, Nicole Kidman, Kirsten Dunst. Bon, c'est un casting de folie. Ouais, sauf Colin Farrell. Ouais. Non, mais il peut être bon. Non, mais il est très bon, Colin Farrell. Parce que par exemple, à Cannes, The Lobster, il y a quelques années, il était exceptionnel. Bon, voilà. Donc, mais la question se pose. Pourquoi ? Et puis après, on se dit, c'est quand même Sofia Coppola, il y a de la maîtrise. La bande-annonce, c'est quand même assez alléchante. Donc voilà, ça fait partie des films qui sont quand même attendus. Et puis c'est le retour de Sofia Coppola, donc ça va peut-être être un peu avec le casting glamour, monter des marches très glamour. Le cinéma de Sofia Coppola, à mon avis, c'est pas votre cinéma, Marie-Ange. Vous ne pouvez pas aimer Virgin Suicide, vous ne pouvez pas aimer Marie-Antoinette. J'ai adoré Lost in Translation. Évidemment, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Voilà. Marie-Antoinette, oui, bon, c'est rigolo, c'est amusant, mais bon, les jupons, voilà, d'un moment. Bref, non, Virgin Suicide, je sais que je manque de culture cinématographique, sûrement, certainement même. Mais je déteste ce film. Vraiment cette esthétique. On l'a bien compris. Vous nous dites voilà l'esthétique. D'adolescente blafarde. Voilà, c'est ça. Neurasthénique, fascinée par la mort et tout. Non, je peux plus. La seule chose qui a sauvé, c'est bien réalisé. Je vais pas non plus dire le contraire. Mais la BO par R est extraordinaire. Après, ce thème-là m'exaspère. Voilà. Oui, c'est plus le thème qui ne plaît pas. Oui.
Et les proies, on l'attend. Parce que Marcel, par exemple, qui est un grand amoureux, comme Xavier, notamment, de Clint Eastwood, est-ce que vous avez peur quand vous vous dites que Sofia Coppola, réalisatrice qui a commencé par filmer les corps de jeunes adolescentes, comme l'a très bien dit Marie-Ange, va se retrouver à filmer la brutalité américaine? Par rapport à Don Siegel, oui, j'ai un peu peur. Oui, franchement, j'ai un peu peur. C'est intriguant. Mais en même temps, je suis curieux de savoir ce qu'elle va pouvoir en faire, justement. Parce que bon, Don Siegel, Les Proies, c'est un classique de ces classiques, quoi. Je sais pas. On n'a pas rappelé que ça se passait pendant la guerre de Sécession, Oui, et dans un couvent de jeunes filles où il y a un soldat qui vient, qui est soigné. Un nordiste. Oui, mais il ne faut pas trop. Non, ça c'est connu. C'est connu, un Moi, nordiste j'attends qui impatiemment. Moi, Sofia Coppola, je pense que elle pourrait même faire un film sur un centre équestre. Je crois qu'elle pourrait foncer, me déguiser en poney pour apparaître. Je la trouve incroyable. Et à chaque fois, elle trouve des sujets complètement différents. Et c'est vachement risqué quand même. Ah oui, c'est moins qu'en plus. Ah oui, pour le coup, c'est risqué, oui. Les Proies de Sofia Coppola, c'est donc un film que nous attendons tous. Sauf Marie-Ange. Même peut-être Marie-Ange attend aussi les Proies. Mais il y en a un Qui que j'attends sortira en Cannes, Zombie Léum. Arthur de Pins, c'est un dessin animé, c'est un auteur qui a fait Péché Mignon, C'est vrai. et ça, je l'attends avec impatience. Moi, j'attends beaucoup le film hongrois de science-fiction. Parce j'ai vu qu'il y en avait un. Ça peut être sympathique aussi. Donc le film hongrois de science-fiction dont on ne connaît pas le titre ni le réalisateur, il vous suffit d'aller sur la page du Festival de Cannes, sur Facebook ou sur Internet pour découvrir toute la programmation du festival, toute la sélection du festival, savamment concoctée par Thierry Frémaux. Bravo. Et Pierre Lescure en président. Mais il faut, La classe. si vous me Sœur permettez, Pierre Lescure. j'ai juste envie de donner un tout petit carton rouge. On peut pas. À Un l'affiche. carton rouge. À l'affiche. Oui. Regardez quand même. Le carton rouge sur l'affiche, Oui. pas pour ce qu'elle représente, pouvez. parce que c'est Claudia C'est votre Cardinal, coup de gueule. Allez. extraordinaire. Alors je le dis au... Paul Lucha, notre réalisateur qui est en régie, qui s'impatiente, je lui demande de nous préparer les 40 secondes. Il ne le savait pas, évidemment. 40 secondes. Pourquoi Mais je suis cette tout seul, là. affiche? Bien sûr, évidemment. Pourquoi cette affiche, Xavier, est lamentable? Pourquoi cette affiche est antiféministe? Pourquoi cette affiche ne fait pas honneur au Festival de Cannes, au 70e Festival de Cannes? Non, elle n'est pas anti-féministe. Je trouve que Il faut expliquer, le procédé est un peu lamentable. C'est qu'en fait, on a pris une photo tirée d'un film, dont d'ailleurs je ne me rappelle plus le titre, mais un grand film avec Claudia Cardinal. Elle est divine, Claudia Cardinal est magnifique. L'affiche est très belle, sauf qu'on a appris qu'elle avait été retouchée pour amincir certaines parties du corps, notamment la taille de Claudia Cardinal, qui était pourtant divine, exquise. Et on n'a pas très bien compris. Alors ça a créé la première polémique dès que l'affiche a été dévoilée. On s'est dit pourquoi. On n'a pas vraiment eu de réponse finalement. Alors Claudia Cardinal a balayé ça de manière très intelligente, en disant bah non, moi je suis content, je suis sur l'affiche, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on ne voit absolument pas l'intérêt de photoshopper ou de retoucher Claudia Cardinal. Et puis l'idée même de prendre une photo d'un film et de la retoucher pour l'affiche, alors on ne prend pas une photo d'un film, on fait une modélisation, puis c'est plus simple. Et puis quel sacrilège de retoucher Claudia Cardinal, quoi, je veux dire. Ouais. Bah oui. C'est peut-être d'accord. le fantasme de celui qui avait envie de faire l'affiche, de retoucher, je sais pas, Claudia Cardinal, ça a dû le... Voilà. Non, j'allais dire, après, je vais me faire l'avocat du diable, mais bon, bien évidemment, si c'est dans un but d'amincir la personne, c'est ridicule. En plus, Claudia Cardinal, et puis même si ça avait été Bess Ditto, c'est ridicule quand même. Vous avez 40 secondes. Pardon. Vous le savez. Non, Tant qu'à faire. je reviens. Voilà, si c'est vraiment dans le but de remodeler le corps, c'est scandaleux et ridicule. Par contre, je suis pas sûre, mais je pense que ça, pour un graphiste, ça apporte un tout petit peu plus de mouvement, en fait, d'avoir, parce qu'elle est comme ça en mouvement, et d'avoir juste aminci, comme il y a un fond rouge derrière, enfin, il y a pas mal d'informations. Je pense que ça a apporté un tout petit plus, on la voit plus virevolter, qu'ils ont été obligés d'affiner les côtés. Mais je suis pas sûre, mais ça peut être une explication. L'avocat du Ça diable. peut être une explication. Oui, mais si c'est fait dans un autre but, c'est ridicule. Ça veut dire qu'on aurait pu amincir encore plus pour plus de mouvement. Mais non, mais après, il faut que ce soit un peu réaliste. Mais... Alors le Festival de Cannes, nos deux reporters seront présents. Marie-Ange Philippe sera présent pour le film de Thierry Deperrette et Xavier Affre, qui a prévu de passer de longs moments à l'hôtel Martinez, au bar de l'hôtel Martinez notamment, et de se dandiner dans les soirées avec une cravate sur la Interpol, tête. voilà, Interpol à Cannes. Nous aurons des photos, évidemment. Avec des plumes. Alors nous allons passer à la Et des découverte Asiatiques. du soir. Oui, nous allons passer à la découverte du soir. Elle est signée Didier de Jordan, Les Salines à travers le temps. Ça se passe du 13 au 20 mai au centre commercial des Salines à Ajaccio. C'est organisé par le centre social de la ville et c'est une très
très belle exposition sur la mémoire collective de ce lieu, de ce quartier très connu de la cité impériale. Tout à fait, j'ai voulu présenter cette exposition parce que ça fait partie du projet de réhabilitation des quartiers, dont les Salines est prioritaire. Et c'est fait en collaboration avec donc, le centre social des Salines, qui est très important, mais aussi avec le département, la CAPA, la mairie. Et je trouve que c'est totalement incroyable de remettre le côté humain qu'on avait complètement oublié dans les quartiers, parce que maintenant les quartiers ont une réputation terrible. Et je trouve, dans cette exposition, en plus, on va avoir toute une série de photos de avant, après les années 60, parce que le quartier était quand même un carrefour très important dans la ville d'Ajaccio. C'était l'entrée, hein? C'était l'entrée, c'était le le premier village mouillage. qui habite. Exactement. C'est ça, ouais, c'était le premier endroit où il y avait le mouillage pour les bateaux et tout ça. Il y a aussi alors ça c'est magnifique, c'est un petit film réalisé par le centre social et à la marque, qui est très important. C'est les jeunes de quartier qui vont essayer de découvrir un peu l'histoire et qui vont faire une rencontre incroyable avec Jean F, donc, comme il l'appelle, c'est celui qui a créé l'Entente Gallia-Salines. Oui. C'est juste incroyable. L'Entente Gallia-Salines, qui est une association sportive dédiée au football, très connue dans le quartier, des Ajaccio, Salines. ouais. Et à Ajaccio, évidemment. C'est un beau moment, je le dis, de mémoire collective, hein, cette exposition. C'est très important parce qu'en plus, ça fait plus d'1 an qu'il travaille sur ce projet. C'est aussi, c'est pas juste un but comme ça, on fait une exposition, c'est vraiment sur le long terme, ça sera ça pendant longtemps, et puis je l'espère. Et puis c'est de se réapproprier l'histoire pour les plus anciens, d'apprendre l'histoire de leur quartier, de s'apercevoir qu'en fait tout le monde est ensemble, tout le monde peut travailler ensemble, les commerces, tout ce que c'est commerçants. Et ça, je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, il y aura, ce qui est très bien aussi, c'est qu'il va y avoir, ils ont négocié, excusez-moi pour le terme, avec les écoles des quartiers qui vont pouvoir aller voir cette exposition chaque jour pendant une semaine. Donc ça dure du 13 au 20. Et franchement, c'est une très très belle initiative et j'espère que ça va en entraîner d'autres. Et j'espère que les Ajacciens vont se déplacer pour vraiment comprendre que le quartier des Salines n'est pas le quartier auquel on pense et que c'est quelque chose de très important. Les Ajacciens du centre-ville et le Grand Ajaccio au-delà, évidemment, parce que cela dit aussi beaucoup, c'est une belle histoire aussi de la Corse, hein, avec ce quartier. Xavier, vous avez, avec Didier d'ailleurs, assisté à une visite privée de l'exposition. Et il y a la question de la trace, ça l'historien, ça doit vous plaire, la question de la trace, la question de l'altérité. Alors je trouve ça très 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 intéressant. Alors, de toute façon, tout ce qui permet de se réapproprier un peu le quartier est toujours très très intéressant, de découvrir comment le quartier était avant. En plus, il y a un côté ludique, c'est-à-dire que quand on va voir l'exposition, donc qui commence demain, hein, jusqu'au 20, jusqu'au 20 mai, quand on va voir l'exposition avec des plus anciens, quand il y a les jeunes, avec les plus jeunes, c'est intéressant de dire, bah voilà, moi j'ai connu comme ça, aujourd'hui c'est ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, d'autant plus que le quartier bouge. Et avec cette rénovation, il va pas mal changer. Et des choses vont sans doute un peu disparaître ou être un peu améliorées ou aménagées. Et donc, c'est une façon de garder une trace. Et donc, effectivement, on l'a dit, ces photos sont très belles en plus. Donc, ça remonte même jusqu'aux années 40. Hein. Ouais. Et l'avant-après, il y a certaines photos où on voit l'avant, l'après avec un montage vraiment intéressant. Moi, je trouve ça vraiment bien. C'est une belle initiative. Marcel. On peut que souscrire, très belle initiative, hein, qui, encore une fois, réhabilite le quartier. En plus, je connais bien parce que j'ai habité le quartier. Voilà, et puis c'est pas du tout le quartier tel qu'on peut l'imaginer, tel que les gens le décrivent. Oui, parce que pendant c'est pas un faire injure que de dire que pendant de nombreuses années, ce quartier n'a pas eu une très bonne réputation. Oui, tout à fait. Et en fait, il y a eu un projet de rénovation urbaine il y a une dizaine d'années qui commence maintenant vraiment à sortir des terres. Et en ce sens-là, cela participe, cette exposition, de ce grand projet de rénovation urbaine. Non, puis c'est très bien de voir ce qu'étaient les Salines avant. Je le redis, hein, c'était vraiment les gens qui venaient habiter à Ajaccio, dans les villages, c'était aux Salines qu'ils allaient. Hein. C'était vraiment un quartier populaire, mais dans le bon sens du terme. C'est très bien, grâce à ces expos, que les Ajacciens redécouvrent les Salines. Je parle surtout de la nouvelle génération qui voit ce que c'était les Salines avant. Et il y a encore beaucoup de Corses de cette époque qui habitent aux Salines, il faut le dire. C'est vraiment pas le quartier le plus défavorisé tel qu'on peut l'imaginer. Oui, écoutez, moi, normalement, j'ai du mal avec la nostalgie ambiante. C'est pas ça qui m'a le plus touchée.
Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de montrer comment l'urbanisation peut tuer un quartier. Et après, justement, on est obligé de faire des projets comme ceci pour expliquer, pour rendre pédagogique excusez-moi le terme, mais les conneries qu'on a fait pendant des années et qui ont détruit un quartier et même tout un collectif et une mémoire collective. C'est vrai. Vous avez raison de dire que, et puis ce n'est pas faux de dire que l'urbanisation à Ajaccio a été déplorable pendant de nombreuses années. Hein. Et d'ailleurs, ça le montre très bien, cette exposition. Et les projets en devenir, notamment dans ce quartier. Merci beaucoup à vous tous d'avoir débattu autour de l'actualité culturelle. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à lundi, même lieu, même heure. Ça se passe évidemment pendant le 20h.